Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Claire Soulet. Claire est coach en comportement canin, spécialisée sur l'enrichissement de la vie du chien. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Homer et nous explique en quoi enrichir la vie de son chien par diverses activités est primordial. Des différents types d'enrichissement à leurs multiples intérêts, en passant aussi par l'importance du sommeil et de l'ennui, voici plein de clés pour mieux comprendre le quota d'activité journalier du chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Claire. Salut Claire. Salut Claire. C'est pas tous les jours qu'on peut se le dire, donc c'est cool. Ah oui. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Et écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis en plus de t'être proposée, parce que tu es une des rares invités qui m'a suggéré quand même un super sujet. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui et de t'accueillir au micro. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je suis Claire Soulet, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Bordeaux, une belle région. Et je suis éducatrice et comportementaliste canin depuis 3 ans maintenant, donc sur Bordeaux. Je suis particulièrement spécialisée dans les accompagnements individuels, donc je ne fais pas de cours collectifs. J'accompagne en particulier des chiots, parce que j'aime beaucoup faire de la prévention. Quand même, depuis 3 ans, j'accompagne aussi pas mal de chiens qui sont quand même plutôt sur des troubles de comportement, donc qui ont des comportements assez forts. C'est des cas que j'aime bien accompagner. Okay. Et je suis aussi spécialisée en enrichissement canin. Donc j'ai un groupe Facebook de plus de 30 000 personnes sur le thème de l'enrichissement. Je suis aussi formatrice, donc là pour ce début d'année particulièrement, auprès de l'ESAV, donc c'est une école autour des métiers animaliers, quoi. Et donc je vais former des auxiliaires vétérinaires sur les modules éthologie et troubles du comportement. Ok. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Trop chouette, merci beaucoup pour cette présentation. Tu as un chien, je crois. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, alors j'ai un chien qui s'appelle Homer, qui est un bulldog anglais, qui a maintenant, il aura 6 ans en décembre. Au niveau tempérament, donc c'est vraiment le cliché du bulldog anglais. Désolée pour ceux qui veulent pas aller dans le cliché. Donc c'est vraiment un chien qui adore le canapé. C'est vraiment son kiff de la journée. Il fait 38 kilos, donc il est quand même assez imposant. Mais même quand il était, donc avant sa stérilisation, quand il était un peu plus fit, il était donc quand même assez bien fichu entre guillemets, parce que ça a jamais été vraiment un chien obèse, quoi. C'est vraiment vieillissant qu'il a pris du poids. Mais c'est un chien assez costaud, quoi. Assez costaud en termes de muscles, bulldog anglais, donc on a un fort poitrail. Et si je devrais le décrire en termes de tempérament, je dirais qu'il a toujours été quand même un peu sensible. Il a toujours été un peu sensible. Mais en apparence, on dirait vraiment que c'est le chien, limite, on croise, on peut avoir peur de lui, enfin voilà. Bon, il va être quand même assez imposant, mais en fait, finalement, dessous, il va y avoir plein de fortes émotions, quoi. Ok. Voilà, c'est vraiment ma patate d'amour, quoi. Ok. Une question que j'aime bien poser à tous mes invités pour comprendre un peu comment ils en arrivent là, c'est ton expérience antérieure, toi, avec les chiens. Avant d'avoir Homer, comment ça s'est fait pour toi? Est-ce que tu as toujours grandi avec des chiens, avec des animaux? Est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard? Alors en fait, nous on a donc alors ma famille a toujours été très animaux.
mais ma mère particulièrement beaucoup plus attirée vers les chats. Mais mes parents ont eu, quand ils habitaient notamment en Martinique, ils ont eu un berger allemand, donc ils étaient beaucoup portés sur le berger allemand quand même. Donc ils étaient quand même, voilà, c'est quand même une famille très ouverte, très sensible aux animaux. Ma mère, elle aime beaucoup s'engager, voilà, donc c'est quand même, on a quand même une famille assez portée là-dessus. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais pu avoir un chien. Parce que mes parents, bah, ils ont des entreprises, donc ils ont beaucoup, enfin, depuis qu'on est né, quoi, ils ont toujours énormément travaillé. Et donc, comme des parents responsables, ils ont jamais vraiment voulu que j'adopte, enfin, qu'on adopte un chien. Mais je pense que finalement, avec du recul, ils ont eu raison parce que on n'était pas vraiment disponible, quoi, finalement, pour faire les sorties du chien au niveau de ses besoins. Et donc, un jour, ils nous ont proposé donc avec ma sœur, de choisir. Et on a choisi 2 chats persans. Donc en termes de face plate entre Homer et les chats persans, je pense qu'on y est. Bien modifié génétiquement, quoi. Mais, bon. Mais sinon, bon, on a eu ces chats-là. Et donc ma mère, bah, forcément, on voulait pas qu'on adopte 2 chiens parce qu'il y avait les chats et puis on voulait pas trop modifier leur environnement, les stresser. Mais sinon, moi j'ai insisté vraiment pendant bien 15, même 20 ans pour avoir un chien, quoi. Que je n'ai pas eu. Donc j'étais assez frustrée quand même. Ouais. Et sinon, alors au niveau du lien, mes grands-parents des 2 côtés ont toujours eu des chiens. Quand j'étais jeune, j'adorais, enfin vraiment c'était Claire, l'ami des animaux qui va toujours avec les chiens, mais d'ailleurs n'importe quoi, enfin on me laissait dormir dans la panière du chien, enfin voilà. Mais j'étais vraiment toujours collée à eux, et même je me souviens d'un chien, donc Neptune il s'appelait, de ma grand-mère, qui était un bosseron, et à qui, je passais vraiment mes après-midi à lui parler, quoi. Donc ça faisait vraiment la petite dans son monde avec les chiens, le cliché, quoi. Mais en tout cas, j'ai toujours eu une très très forte sensibilité aux animaux, vraiment très très forte. Donc j'étais vraiment dans un truc de, je sens comme une connexion, quoi. Et si je peux pas assouvir ce truc-là, bah du coup je suis frustrée et voilà. Donc c'était vraiment quand même très très fort, mais avec tous les animaux, je pouvais être les chats, les chiens, les oiseaux, enfin voilà. Très portée sur l'animal quand même. Ok. Voilà. Trop cool. Trop bien. Et du coup, comment est-ce que Homer est arrivé dans ta vie ? Alors en fait, je venais de rencontrer mon conjoint, donc avec qui je suis encore aujourd'hui. C'était forcément il y a 6 ans. Et donc je venais en fait d'être prise en études de psychologie à l'université de Poitiers. Donc on était de Bordeaux, moi depuis petit je suis de Bordeaux. Et en fait on a déménagé à Poitiers, donc mon copain m'a suivi. C'était un peu aussi notre premier appartement, donc ça faisait 2 ans qu'on était ensemble quand même, donc on était quand même assez posés et tout ça. Comme forcément ça fait 15-20 ans que je voulais un chien, là on s'est regardé, on a dit bon on veut tous les 2 un chien. Ouais, là c'était vraiment j'attends que ça pour avoir un chien, quoi. Et voilà, mais c'était pas non plus, à mon sens c'était pas non plus un coup de tête parce que on était quand même dans un équilibre déjà tous les deux, et mon copain quand même me parlait aussi beaucoup de chiens, et moi je commençais quand même à me renseigner beaucoup sur les chiens en termes des besoins, des émotions, tout ça. On s'est dirigé vers un bulldog parce qu'on était tous les deux attirés par ces races-là, quoi. En fait, de base, on s'est dit, on est attirés par ces races-là, mais en plus, dans un appartement, parce que j'avais pas encore les connaissances que j'ai aujourd'hui, donc je m'étais dit, forcément, on va pas prendre un husky, quoi. Enfin, on était vraiment dans des trucs de particuliers de base. Mais voilà, on s'est dit, dans un appartement, il faut aussi un chien qui a pas forcément un très haut niveau d'énergie, parce que nous, on est quand même assez posé dans notre routine, tout ça, donc on n'est pas des grands sportifs non plus. Donc un truc schéma très basique, qui est pas forcément bête non plus, hein, mais on s'est dit, on va prendre plutôt un chien posé. Pour le coup, on a eu le gros lot avec Homer. Et pour une éduque, c'est un peu cliché, quoi. Et puis voilà comment il est entré dans notre vie. Et on a craqué sur une photo. Donc, ok. Chose vraiment à pas faire. J'étais pas encore formée à ce moment-là, je vous rassure. Mais voilà. Ok, ça marche. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours professionnel, comment t'en es arrivée là ? Tu nous as parlé d'études de psychologie. C'est par ça que t'as commencé, du coup, c'est ça ? Alors non, j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire j'ai testé pas mal de choses. Je suis allée dans un lycée qui est le lycée du Mirail à Bordeaux, qui est quand même un peu tourné vers les arts, parce que en fait on avait cours le matin et donc l'après-midi on pouvait faire du théâtre, des arts comme ça. Donc moi j'aimais beaucoup, donc c'était un peu un lycée atypique. Donc j'ai fait un bac littéraire, mais en terminale je savais pas quoi faire de ma vie, quoi.
Donc vraiment, j'étais en mode, bon, ben, on verra bien, sauf que le on verra bien n'est jamais venu, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une mise à niveau en art appliqué. Donc, je vais faire une mana. Et donc, j'ai fait une mana sur Bordeaux de 1 an. J'ai eu mon diplôme et donc j'ai adoré l'ambiance. Hein. Mais je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai eu ce diplôme-là et je me suis dit, bon, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Donc, j'étais un peu perdue quand même pendant 1 an. Et après, je me suis dit, j'adore, depuis que je suis petite, j'adore un peu étudier le fonctionnement des humains. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, j'arrive quand même sur ce métier où on étudie quand même beaucoup le fonctionnement des animaux, quoi. Et du coup, je me suis dit, comme j'aime beaucoup quand même tout ce qui est philosophie, psychologie, je vais aller en fac de psycho, quoi. Et du coup, c'est là que donc j'ai pas été prise à l'université de Bordeaux, et j'étais prise à l'université de Poitiers. Après ça, du coup, j'ai fait 2 ans en psycho, et donc là j'avais Omer aussi au quotidien. Et en fait, j'ai commencé à vouloir comprendre comment il fonctionnait, pourquoi parfois il avait des peurs, parce que forcément, il vient d'un élevage particulier, mais voilà, il avait beaucoup de peur, donc on habitait sur un boulevard, donc il y avait beaucoup, beaucoup de bruit autour, donc c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, pourquoi il fige j'essayais, je suis quand même quelqu'un de assez douce et bienveillante en général, mais du coup, là, il y avait plein de fois même où, voilà, je tirais un peu sur le collier, je savais pas vraiment comment faire. Et du coup, je me suis dit, il faut que je comprenne, quoi. Et donc, j'ai commencé à acheter des livres, à me faire des formations en ligne, beaucoup, beaucoup pendant même bien 2 ans. En fait, pendant que j'étais à la fac de psycho, concrètement, j'allais très peu en cours, mais j'étudiais sur tout ce qui était éthologie et tout, quoi. Et, et voilà, et puis après, j'ai décidé de passer mon diplôme d'éducatrice comportementaliste canin au CBEAF, donc Centre du bien-être animal, à Rambouillet, près de Paris. Et en même temps, j'ai fait la formation avec Joël Dehaze, s'appelle coach en comportement canin. Ok, d'accord. T'as fait 2 formations en même temps, du coup ? Oui, à quelques mois après, en fait, j'avais demandé, je m'étais dit, est-ce que en fait c'est mieux, parce que je trouvais ça hyper intéressant qu'un vétérinaire comportementaliste puisse en fait nous donner aussi son expérience, donc en termes de tout ce qui est diagnostic, en termes de aussi tout ce qui va être médication, parce que mine de rien, il y a quand même, on le maîtrise en France, mais quand même, on n'en parle pas énormément, quoi. Et du coup, je m'étais dit, en tant qu'éducatrice comportementaliste, j'ai aussi envie de connaître tous ces facteurs-là, de comment la génétique impacte, mais vraiment en termes plutôt scientifiques, quoi. Et puis les liens au niveau des troubles du comportement entre santé et comportement, parce que du coup, souvent, il y a des problèmes aussi de neurologie du chien, quoi. Et il y en a quand même pas mal. Et nous, on se dit, c'est un trouble du comportement, mais on n'est pas allé voir la santé, quoi. Donc je trouvais ça hyper intéressant de faire les deux en même temps, et on me l'a conseillé. Voilà, mais bon, avant ça, j'avais fait... je sais pas, j'ai dû me former pendant 2-3 ans avec plein de formations en ligne. Il y a notamment une formation avec Lisa Longo de Animal Academy, donc j'ai quand même bien commencé, c'était ma première formation. Je suis tombée sur Lisa, et là j'ai adoré tout ce qui était analyse du comportement appliqué, même si c'était une introduction, mais je me souviens, j'avais eu un petit diplôme excellence et tout, j'étais trop contente. J'étais vraiment à fond là-dessus, quoi. C'est chouette. Ouais. Et après, du coup, j'ai fait ce qui a vraiment fait que j'étais à fond dans ce monde-là, c'est quand j'ai participé, je suis allée à un séminaire, je crois que c'était à côté du zoo de Beauval, il me semble, et je suis allée avec ma mère, parce que ma mère m'a beaucoup accompagnée là-dedans, parce qu'elle aime bien apprendre aussi, faire de nouvelles choses, et du coup, elle m'a dit, on y va ensemble. Et là, donc, c'est un séminaire organisé par Le Chien Mon Ami, donc par la CIVAD, donc c'est un peu... Alors, je crois que c'est une association qui regroupe plein de vétérinaires en France. Et donc, il y avait plein d'éthologues, de conférenciers, de vétérinaires, d'éducateurs, enfin voilà. Et il y avait plein de centres de formation aussi qui faisaient les formations. C'est comme ça que j'ai connu le centre du bien-être animal. Donc, c'est organisé aussi par Isabelle Vieira. Et j'ai trouvé vraiment toutes les conférences. Et même avec du recul, je me dis que c'était vraiment un très bon séminaire. Et vraiment, je me suis dit, c'était, je pense, le premier moment de ma vie où je me suis vraiment sentie à ma place, quoi. Mais à 100%. Donc, voilà. C'était le déclencheur. Ouais, c'est chouette. Ok, trop bien. Et donc, du coup, t'en es venu à passer ces formations-là et t'as ouvert ton entreprise, du coup, par la suite ? Oui. Quand j'ai été diplômée du Centre du bien-être animal,
J'ai dû être diplômée en juin 2020 et donc je me suis installée à mon compte en octobre. Donc c'était vraiment quelques mois après. J'ai passé mon ACACED, je crois que c'était en juillet et puis vraiment voilà. Ouais, t'as enchaîné. Ouais. Oui. Et comme c'est vrai que je m'étais formée énormément avant ce diplôme officiel entre guillemets, bah du coup j'avais pas vraiment envie d'attendre quoi. Ouais. Non, c'est bien. Mais j'adore beaucoup me former, mais là, il faut y aller. Ouais. Trop cool. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Tu nous l'as un petit peu dit en introduction. Toi, tu t'es notamment spécialisée sur l'enrichissement qu'on peut proposer à son chien. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est de ça dont j'aimerais discuter avec toi. Déjà, pour commencer à introduire un peu le sujet, est-ce qu'on pourrait poser une définition? Qu'est-ce que ça veut dire enrichissement qu'on peut proposer aux chiens? Oui, bien sûr. Alors, on va partir sur la définition de base qu'on trouve en général sur Internet. Mais donc, l'enrichissement se définit comme tout stimulus qui évoque de manière positive l'intérêt d'un animal. Donc, en fait, pour parler d'enrichissement, il faut forcément qu'il y ait une interaction. Mais en tout cas, il faut forcément qu'il y ait un bienfait, que ce soit interne ou une interaction, voilà, que l'animal soit vraiment motivé par ce qu'on met en place dans l'environnement pour parler d'enrichissement. Sinon, c'est pas d'enrichissement. C'est-à-dire que si l'animal n'a aucune motivation à entrer en contact avec, par exemple, un objet d'enrichissement alimentaire, quoi, du coup, on parle pas d'enrichissement. L'enrichissement, c'est vraiment toutes les modifications qu'on va apporter à l'environnement, qu'on va modifier ou qu'on va ajouter dans l'environnement. Et donc, ça peut forcément se définir par des activités. Mais vraiment, c'est vraiment tout ce qu'on va apporter dans l'environnement ou à l'animal qui va entraîner une conséquence positive. Donc, qu'elle soit comportementale ou physiologique. Ok. Voilà. Une amélioration de son bien-être. Voilà. Globalement, enrichissement, c'est le but premier, c'est vraiment d'augmenter le bien-être de l'animal. S'il n'y a pas d'augmentation En fait, on peut pas parler vraiment d'enrichissement, même si on met par exemple un objet un Kong ou quelque chose, où le chien il doit travailler. On peut voir qu'il y a une modification, je sais pas, quelques heures après. Et dans ce cas-là, on peut parler d'enrichissement s'il y a une amélioration sur comment l'animal se comporte avec l'objet, s'il y reva, si on le sent plus apaisé après. Là, on peut parler d'enrichissement. Sinon, on peut pas vraiment... Ça, c'est hyper important, je trouve. Ok, ouais. C'est un peu comme le renforcement positif. On peut pas dire qu'on a renforcé un comportement s'il va pas être répété, quoi. Donc, voilà, c'est un peu scientifique. Très bien, ok, super intéressant en tout cas comme définition. Peut-être qu'on peut parler directement, tu as commencé à en parler des différents modes d'enrichissement. Tu nous as cité l'enrichissement actif. Est-ce que tu peux nous parler des différents modes d'enrichissement qui peuvent exister? Oui, tout à fait. Alors, il y a l'enrichissement actif. En fait, l'enrichissement actif, il faut que l'animal il soit un peu acteur, quoi. Donc, ça peut être l'enrichissement alimentaire, l'enrichissement physique. Je sais pas si le chien il est en train de marcher, même dans la rue, on le promène et puis il va sentir une odeur. Là, il est acteur, quoi. C'est pas quelque chose qui vient dans son environnement sans qu'il le veut, c'est vraiment lui qui va le chercher, quoi. Donc, il y a vraiment une interaction. Donc, dans les enrichissements actifs, il y a aussi l'enrichissement olfactif. Ça peut être tout ce qui est man training, nose work. Donc, on va entraîner le chien à aller en interaction avec une odeur, quoi. Dans l'enrichissement actif, il y a forcément l'enrichissement cognitif. Donc, en gros, on va donner l'opportunité au chien d'apprendre de nouvelles choses et pour résoudre des problèmes. Et forcément, du coup, ça va lui donner un contrôle sur son environnement. Voilà. Donc ça, c'est pour les enrichissements actifs. Donc tout ce qui est enrichissement actif, ça va potentiellement réduire les comportements stéréotypés. En fait, on va enrichir son quotidien, ce qui va faire que le stress va diminuer. Et du coup, on va enrichir son quotidien en se servant des activités pas trop moteurs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour un chien qui a vraiment un gros besoin de déchiqueter, on va analyser plein de choses, mais si on se base vraiment sur l'enrichissement alimentaire, comment on va faire pour combler ce besoin-là de déchiqueter, qui est vraiment dans l'éthogramme de mastication du chien, quoi. On va, par exemple, je sais pas, lui proposer un carton avec des choses à déchiqueter, il va trouver des friandises à chercher, et du coup, en fait, on fait pas juste que l'occuper, on compte vraiment un besoin qui est génétiquement programmé, quoi. Ça répond vraiment, l'enrichissement, il répond aux besoins de l'animal, quoi. Ouais. Ça, c'est hyper important à spécifier, quoi. Voilà, et après, il y a les enrichissements qui sont dits passifs. Donc là, par exemple, ça va être plutôt, en général, ça va être plutôt sensoriel.
Donc, c'est-à-dire, soit il va observer, donc ça peut être visuel. Par exemple, je sais pas, on va pas forcément mettre le son de la télé, mais on va mettre la télé. Donc, ça peut être là, les chaînes, les chaînes avec les chiens, avec les choses un peu apaisantes. Ça peut être juste, par exemple, pour un chat, bon, là on parle du chien, mais pour un chat, ça peut être lui mettre un arbre à chat et du coup, il va avoir vue sur l'extérieur. Pour le chien, c'est pareil. Moi, je sais que mon chien, il adore observer dans la rue. Du coup, je fais en sorte de lui mettre la panière devant, de modifier son environnement pour en fait apporter de l'enrichissement visuel. Parce que des fois, il peut pas forcément le faire si je le fais pas, quoi. Si je modifie pas bien l'environnement. Donc, c'est un peu des détails, mais c'est quand même c'est important de savoir que ça, c'est de l'enrichissement. Et que c'est pas juste de l'enrichissement alimentaire à mettre en place, quoi. Et l'enrichissement auditif, en fait, on va exposer le chien à un son, donc un son qu'il apprécie particulièrement, pour l'apaiser. Et ce qui a été prouvé, c'est que tout ce qui est plutôt à des rythmiques, comme par exemple la musique classique, il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé que ça apaisait vraiment le chien, quoi. Donc c'est pour ça que dans les refuges, on va beaucoup diffuser de musique classique, par exemple. Au contraire, souvent on dit oui, la musique ça apaise le chien, il faut pas lui mettre du hard rock, quoi. Parce que tout ce qui va être rythmique très très rapide, là forcément ça va augmenter le stress. Ouais, donc, comme pour nous. Oui, comme pour nous, ouais. Voilà, et donc par exemple dans l'enrichissement auditif, ce que je mets souvent c'est des playlists, par exemple sur Spotify, il y a une playlist qui s'appelle Calming Music for Pets. Ouais, et, on pourra la mettre en référence. Ouais, et donc elle, je la mets souvent à mon chien, par exemple, quand je le sens un peu nerveux. Voilà, ça peut être la radio, souvent on dit de laisser un peu de musique pendant les absences, par exemple, ça peut aider, c'est de l'enrichissement auditif. Et puis voilà, et puis ce que ça produit sur le chien, c'est que ça va vraiment améliorer l'environnement du chien, et en fait, au-delà de juste occuper le chien, par exemple, pour les chiens qui n'ont pas forcément confiance en eux, forcément, l'enrichissement, il va réduire le stress. Donc, c'est hyper important, en fait, dans les thérapies comportementales. Moi, c'est la première chose que je vois avec mes clients, quoi. Je suis très, très, très enrichissement, c'est-à-dire, OK, quel est le protocole déjà, comment se passe le quotidien, avant de parler du comportement en soi. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que l'enrichissement, ça va tout ce qui est, du moins, l'enrichissement actif, donc ce qui va être enrichissement alimentaire, quand on varie les lieux de promenade, les odeurs, tout ça à rechercher, ça va encourager le chien à explorer plutôt que en fait être dans l'évitement ou voilà. Donc en fait ça va développer la curiosité aussi du chien, quoi, et sa prise de confiance en lui. Et donc ça c'est hyper important. Et il y a d'ailleurs Charlotte Duranton, il me semble, qui a fait une étude là-dessus sur l'estime du chien quand on met par exemple des odeurs à chercher spécifiques, vraiment augmenter l'estime du chien, quoi. Normalement, l'étude, on peut la retrouver facilement. Ok, donc, je chercherai ça. Ça va stimuler le cerveau, ça va donc répondre, comme j'ai dit, aux besoins génétiques. Ça va développer l'estime du chien. Et je trouve ça hyper important parce que moi, souvent, on me dit, par exemple, en clientèle, oui, mais ok, ça va le détourner, quoi. Non, c'est pas ça ne détourne pas juste, quoi. Ça répond vraiment à des besoins internes qui sont intrinsèquement là. Et donc, en fait, on va s'en servir pour après gérer l'environnement, pour faire en sorte que le chien ne produise pas ce comportement, mais plutôt celui-ci. Ça va aider, en fait, aussi à apprendre des compétences au chien, quoi. Donc, je trouve ça hyper général, quoi, en fait. Ça travaille sur plein de points différents, si on l'utilise bien. Voilà, ça développe aussi beaucoup l'autonomie. Pour le chiot, par exemple, ça va développer l'autonomie. Le retour au calme aussi, moi j'utilise beaucoup pour le retour au calme. Un chien un peu excité, forcément, il va quand même avoir besoin un peu d'aide, quoi. Donc on va mettre ça en place pour qu'il se dépense et qu'il décharge un peu émotionnellement. Et c'est pas forcément négatif de mettre de la mastication pour qu'il décharge, parce que ça l'aide quand même. C'est quand même une aide extérieure, quoi. Il y a aussi quand même la notion de le fait de donner le choix, quoi. Parce qu'en fait, le chien, du coup, on va faire en sorte de modifier son environnement, de telle que lui, ça soit vraiment le principal acteur, mais aussi qu'il choisisse ou non de le faire. Il n'est pas forcément obligé d'y aller, et donc c'est vraiment lui qui va choisir. Donc après, il y a plein d'exemples qu'on peut donner, mais quand même, il y a quand même aussi une histoire de choix, et je trouve que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le contrôle du chien. Et du coup, c'est quand même des notions qui sont importantes à intérioriser aussi pour le propriétaire de chien. Parce que, en faisant ça, en fait, moi, finalement, des fois, j'arrive, je sais pas, devant mes clients, et puis je vais en parler, et puis, ok, on le met en place. En fait, ils savent pas vraiment que derrière, il y a tout ça. Ouais, il y a tout ça, et quand je vois que c'est des gens beaucoup dans le contrôle, je mets beaucoup d'enrichissement aussi. Parce que je sais que le chien, ça va le soulager, et mine de rien, ça va aussi améliorer la relation, quoi.
Donc voilà, c'est un peu des choses indirectement. C'est hyper intéressant et c'était aussi tout le but de cet épisode aussi que je voulais faire avec toi. C'est pour ça que le sujet m'a plu. C'est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir vu un petit peu le monde canin évoluer là, sur les quelques dernières années, on a beaucoup parlé d'enrichissement il y a quelques temps. Et puis ça s'est complètement démocratisé, mais on a un peu perdu le sens de tout ça. Et du coup, c'est resté à OK, bah, on va lui donner de la mastication parce que ça a l'air à la mode et un tapis de léchage et puis on sera bon, quoi. Et donc, c'est vrai que je pense que l'enrichissement alimentaire est vachement passé dans les mœurs, c'est beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Enfin, voilà, je sais pas toi de ton côté, mais en tout cas, moi qui ai une clientèle assez citadine, généralement quand j'arrive en bilan, il y a déjà des sabots de veau dans la maison, il y a déjà de la mastication un peu longue durée, un con où tout le monde voit ce que c'est, etc., ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a quelques années. Donc je pense que il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les habitudes communes des gens, mais on a un peu perdu peut-être, en tout cas l'idée de fond derrière, qui est d'améliorer le bien-être du chien, de lui proposer du choix, de le faire monter en compétences, de lui rendre accessible des compétences aussi. Voilà, tout ce que tu nous expliques là. Ça par contre c'est un petit peu moins passé et donc c'est un peu comme un à côté, un peu comme la télé qu'on proposerait aux enfants, sans trop se questionner sur en fait les jeux vidéo, ça peut avoir un vrai intérêt pour le développement. C'est un peu le truc, quoi. Oui, et en fait, alors je trouve que pareil, hein, quand je vais chez mes clients, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui sont à mettre à la limite même des fois trop d'activités que pas assez. Et c'est là que je pense que le rôle de l'éducateur aussi, il intervient pour en fait recentrer le truc et donner du sens, comme tu dis. Aussi adapter le choix des mastications et de l'enrichissement par rapport aux chiens, par rapport aux problématiques rencontrées, comment on le donne, à quel moment on le donne, à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine par rapport aux activités faites dans la semaine. Et du coup, c'est vraiment notre rôle parce que moi, souvent, en fait, c'est vrai que je vais chez les gens, il y a de la mastication. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte de pourquoi ils le donnent, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là de, oui, la mastication, et donc moi, je vais dire, ok, dans ce cas-là, si, voilà, le chien, il va être un peu excité, je sais pas, il va avoir des invités, on voit bien qu'il a un peu besoin d'aide pour se reposer, pourquoi vous le donnez pas à ce moment-là, par exemple, de la mastication? Il n'y a pas que ça en solution, mais bien sûr que ça aide le chien, quoi. Et ça aide après pour, pas forcément en donner, mais voilà, ça comble le besoin du chien, et pour le coup, on le donne quand même à un moment qui est hyper important pour le propriétaire, pour aider le propriétaire et pour aider le chien. Et eux, ils vont pas forcément y penser, quoi. Donc il y a quand même ça. Et c'est vrai que dans mon groupe, pareil, là, mon groupe Facebook d'enrichissement, il y a beaucoup de gens, énormément, qui vont utiliser de l'enrichissement alimentaire, mais qui ne savent pas vraiment comment l'utiliser, ou en fait, ils savent pas vraiment analyser leur chien. C'est normal, c'est pas naturel, mais analyser leur chien par rapport en fait aux activités qu'ils font avec lui, par rapport à sa race, parce que la race est quand même hyper importante au niveau des prédispositions génétiques. Moi, mon bulldog anglais, il a toujours eu besoin de minimum 1 heure de mastication dans la journée. Et ça veut pas dire que c'est que de la décharge émotionnelle ou quoi, mais vraiment, ils ont des mâchoires qui sont faites pour à un moment donné mastiquer, mâcher, lécher. Donc ils sont énormément au niveau de la communication autour de la mâchoire. Beaucoup plus que des fois quand je vois des clients qui ont par exemple des borders. Alors là, je suis très généraliste, mais c'est quand même, ça existe, quoi. Entre un bulldog, un staff et un border, on a quand même pas les mêmes prédispositions génétiques. Et du coup, je vois bien que le chien, il a beaucoup moins besoin de mastiquer. Et donc à ce moment-là, ça sert pas à grand-chose, de le forcer à mastiquer ou lui donner des choses qu'en fait, vraiment, il est pas là-dessus. Moi, je sais, au tout début, quand j'intervenais, j'étais vraiment sur le modèle d'activité que j'avais beaucoup appris avec Joël Dehaze et avec Patrérol au Centre du Bien-être Animal. Et en fait, ça m'a beaucoup servi quand même. Hein. Après, j'ai développé ce truc-là, j'ai un peu plus précisé, j'ai voulu mettre un peu plus de sens et de subtilité, mais le modèle classique est quand même important, quoi, à comprendre et à mettre en place. Par exemple, pour la border, au tout début, je voulais mettre absolument de la mastication à tous les chiens, quoi. Parce que j'étais un peu jeune éduque, je me disais oui, il faut absolument tant d'heures d'activité, de mastication, de trucs. Et en fait, j'analysais pas forcément avant la routine du chien, ce que les propriétaires, enfin, je l'analysais, mais pas vraiment sous forme de tableau où vraiment c'est hyper précis, quoi. Et que ça me donnait vraiment une idée globale de combien d'heures il est seul,
ce qu'il a besoin, est-ce qu'il aime mastiquer ou est-ce qu'il aime pas, quoi, déjà. Et du coup, c'était vraiment, ok, on va lui donner tant de mastication, comme ça il aura tant d'heures d'activité, c'est simple, c'est rapide, et hop. Et en fait, non, ça se passe pas comme ça, quoi. Et donc, sur le groupe Facebook que j'ai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de l'enrichissement alimentaire aussi. Alors que, bon, déjà, il y a plein d'enrichissements différents qu'on peut mettre en place. C'est normal, c'est le plus facile, mais il faut savoir toujours l'adapter à son chien, quoi. Je pense que c'est hyper important et à comprendre pourquoi on le fait aussi. Voilà. Ça, pour moi, c'est primordial, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et puis, tu parlais des patrons moteurs, effectivement, qui nous aiguillent un petit peu sur la motivation du chien en fonction de ce pourquoi il a été sélectionné. On en revient toujours à cette même génétique à la base, mais qui est tellement importante et qui est tellement sous-cotée, je trouve. Oui, il ne faut pas la nier. Il ne faut pas la nier non plus, quoi. Parce que c'est vrai que même à un moment donné, j'allais dire dans ma carrière, bien sûr, ça fait 3 ans. Au tout début, donc j'étais beaucoup donné, puis après je me suis dit c'est vrai qu'on veut pas être dans le cliché de race, donc on va pas forcément, je vais peut-être moins regarder la génétique et tout, mais il y a quand même des prédispositions et il faut pas, donc en fait il faut toujours être dans l'entre-deux, c'est ça qui est hyper compliqué. Mais du coup, moi, ce que je fais très régulièrement, c'est que je vois la race, donc j'étudie un peu la race, mais je vois aussi l'individu, parce qu'il y a quand même des borders, par exemple, qui ont pas forcément envie d'apprendre, quoi. Donc, au niveau de l'activité mentale, du coup, on va être quand même moins sur l'enrichissement mental et on va privilégier autre chose. Donc, pour moi, c'est vraiment nécessaire d'analyser individuellement les besoins de notre chien, en observant aussi notre chien, quoi. Simplement. Ouais. Oui, c'est ça. On peut faire plein d'ateliers sur les besoins du chien, etc., etc. Le reste, l'important en fait, c'est de comprendre les besoins de son chien à soi, et ça, c'est le vrai enjeu. C'est un vrai défi aussi, je trouve, dans la construction d'une relation avec un nouveau chien. C'est un peu le petit lot surprise qu'on n'avait pas forcément en tête quand on fait appel à un éducateur canin. On a envie de mettre en place plein de choses, mais on n'a pas forcément en tête de comprendre ses besoins à lui, parce qu'on s'est dit ok, j'ai entendu des trucs sur les besoins du chien, c'est bon, je suis calée. Donc non, il n'y a pas qu'un Kong à mettre, un tapis de léchage et un peu de sabot de veau à donner de temps en temps. C'est un peu plus complexe que ça. Donc ouais, se former sur les sujets en tant qu'éducateur canin ou comportementaliste et essayer d'en vouloir en apprendre plus en tant que particulier, ça me paraît effectivement fondamental. Du coup, je voudrais rétropédaler un tout petit peu pour revenir un peu finalement à Joël Dehaze, que tu as déjà cité, qui avait écrit un livre quand même assez intéressant, même si on peut lui reprocher pas mal de choses et avec un peu de recul maintenant quand on le lit aujourd'hui, mais en tout cas qui a été hyper intéressant et hyper fondamental aussi dans le développement de ces activités-là, parce que faut savoir qu'il y a, je pense, même 10 ans de ça, on ne trouvait pas, toutes les marques aujourd'hui qu'on connaît qui vendent de l'enrichissement alimentaire, masticatoire, etc., n'existaient pas du tout. Oui, donc je pense qu'il faut quand même revenir un peu à la base. Donc ce livre, c'est Mon chien est heureux, c'est ça ? Oui, le livre c'est Joël Dehaze, c'est Mon chien est heureux. Ouais. Moi, c'est vrai que, en fait, dans mes formations, la base de mes formations, autant que ce soit avec Joël qu'avec Patrérol, parce qu'en fait, Patrérol a été formé par Joël. Donc, j'étais vraiment dans ce modèle-là. C'est très inspiré. Oui. On est vraiment parti après être diplômé, comme quoi, c'est vraiment le chien a un modèle d'activité, et si ces activités-là ne sont pas remplies au quotidien, du coup, il ne sera pas dans un bien-être, et surtout, lui, il avait vu aussi que, c'est vrai qu'il a eu quand même, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais il a quand même une expérience, alors pas forcément de terrain, mais une expérience au niveau de ses consultations. Il a vu énormément de chiens, et il en a déduit que 80% en fait des chiens qui ont des problèmes de comportement, en fait, en général, quand même, s'ennuient beaucoup. Ouais, et manque d'enrichissement. Ouais, il y a vraiment un manque d'enrichissement, manque d'occupation. Donc, bien sûr, c'est des chiens qui ne sont pas forcément promenés, mais pour lui, ce qui était logique, c'était de mettre de l'enrichissement, notamment alimentaire, en place, faire travailler le chien pendant qu'il mange, par exemple, pour, en fait, finalement, faire un ratio, ratio activité-besoin assez rapidement dans la journée, pour en fait finalement diminuer l'ennui du chien principalement, et il a vu qu'il y avait très rapidement des résultats, mais en plus lui il pensait au chien, mais il pensait aussi au propriétaire, et je trouve que c'est important parce que je vois souvent des visions
par exemple, d'éducateurs qui sont beaucoup, beaucoup focalisés sur le chien, mais on accompagne quand même de base l'humain, quoi. Toujours, et en fait, si l'humain, il met pas en place les choses, si on fait pas en sorte que ce soit quand même assez simple dans le quotidien, parce que forcément, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la routine, tout ça, bah forcément, ils vont pas mettre les choses en place, quoi. Et donc, il faut aussi que ce soit simple pour l'humain. Pas au détriment du chien, mais il faut quand même mettre un équilibre en place. Ouais. Sinon, parce que notre but, quand même, c'est de faire du coaching, quoi. Et donc, moi, j'avais beaucoup aimé ma formation avec Joël Doas là-dessus, parce que il prend beaucoup en compte l'humain aussi. Mais du coup, oui, il y avait donc ce modèle d'activité-là qui m'est beaucoup resté, et c'est pour ça qu'après, j'ai un peu creusé sur l'enrichissement, tout ça. Mais alors, lui, il avait une base assez globale, quoi. Mais voilà, il nous a énormément parlé de tout ce qui était les comportements, les patrons moteurs, les comportements programmés chez le chien, comment on peut combler au quotidien ces comportements-là. Donc bien sûr que des fois, peut-être qu'il en a un peu oublié l'aspect émotionnel, l'aspect individuel aussi du chien, le fait que le chien aussi puisse réfléchir par lui-même, puisse aussi s'ennuyer, quoi. Parce que du coup, on était tellement dans un extrême, parce qu'il voyait tellement, je pense, de chiens avec des problèmes de comportement qu'il a voulu, hop, on comble tout ça et on améliore le bien-être du chien. Oui, les occuper un masque. Du coup, derrière aussi, ça peut forcément causer, je sais pas, de la frustration sur un chien, je sais pas, qui a pas forcément... Enfin, voilà, il y a aussi ce truc-là maintenant de base qu'on sait aussi, c'est que il y a des chiens aussi que ça va frustrer, en fait, d'être en rapport, en interaction avec un objet d'enrichissement, alors que le chien, il meurt de faim, quoi. Ouais, oui. Donc en fait, avant de faire tout ça, et ça tombe une à une, alors quand t'as la dalle, c'est ça. T'as pas envie de manger à la paille, quoi. Et du coup, c'est pas d'enrichissement. Voilà. Parce que le chien, il est en frustration extrême, il est dans une émotion extrême, et donc c'est hyper important dans notre rôle d'éducateur, quoi, d'analyser ça, d'analyser la santé, si le chien a faim, si le chien a pas faim. Ça a l'air assez basique, mais en fait, c'est aussi, je trouve que rapidement, on peut pas forcément le faire, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des fois on arrive, voilà, on a la problématique, le truc, on essaie quand même de faire une analyse propre, mais des fois les consultations, ça part vite aussi sur des questions du propriétaire, sur des urgences, et on peut, des fois, voilà, on peut demander juste l'alimentation du chien, on voit pas forcément que le propriétaire, il nourrit pas assez son chien en termes de dosage et tout, ça peut aller vite, ou alors que l'alimentation n'est pas de qualité, et du coup, on va proposer de l'enrichissement, et en fait, le chien, il va être beaucoup plus frustré. La somme des enrichissements au quotidien va faire qu'en fait il va être hyper frustré et ça va être encore pire, quoi. Donc en fait moi je trouve que c'est un modèle hyper intéressant sur lequel il faut se baser, mais pas sur lequel il faut tout faire, il faut tout miser, tout miser, quoi. Ouais. On en parlait tout à l'heure justement d'adapter, d'essayer de comprendre les besoins de son chien, du chien X. Finalement, Joël Doas, il a amené un modèle, une vision qui était, je pense, assez novatrice en la matière, qui est effectivement occuper le chien, lui faire des choses. Il est fait pour réfléchir, il est fait pour avoir des motivations, etc. Donc ça, c'était déjà hyper cool de comprendre ça. Et puis maintenant, il rajoutait une dimension un peu plus individuelle, émotionnelle, effectivement, comme tu disais, qui est hyper importante. Et je pense que l'idée de fond là derrière, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas X heures de mastication par jour, il n'y a pas X heures de promenade, il n'y a pas X heures de tel et tel truc. Il y a ce qui convient à notre chien, quoi. Et ce qu'on est capable de faire aussi. Mais oui. Et moi, qui suis éducatrice comportementaliste, j'ai quand même mon chien qui ne veut plus se promener. Et c'est pas des problèmes de peur, c'est pas des problèmes de sensibilité, il y en a eu avant, mais là, c'est vraiment pas ça. C'est que vraiment, il n'aime pas ça, quoi. Donc, est-ce que je vais le forcer à se promener alors que finalement, pour lui, c'est pas un besoin, enfin, un besoin quand même, mais lui, il le voit pas comme ça, quoi. Donc, c'est hyper important d'adapter, c'est pour ça que j'ai écrit aussi un peu sur mon groupe Facebook là-dessus. Et j'ai eu d'ailleurs des témoignages qui sont très très rares, parce que quand même, le chien en général, il aime se promener, quoi. Mais c'est important aussi du coup, dans ce cas-là, moi, je vais beaucoup adapter les enrichissements en intérieur dans son environnement, pour qu'il se dépense d'une autre manière. Parce que j'ai pas le choix, en fait. Je vais pas le forcer, je vais pas le tirer aller en promenade. Donc, bien sûr, j'essaie d'adapter les environnements et de faire en sorte qu'il aime quand même un peu plus. Mais clairement, il a été stérilisé. Depuis sa stérilisation, il aime plus sentir les odeurs des femelles. Donc, ça réduit aussi en termes de motivation interne. Et du coup, j'essaie d'adapter le quotidien pour qu'il y ait quand même un bien-être. Et je le sens bien, quoi. Donc, c'est pas grave. Mais en plus, c'est hyper...
ça a été hyper dur pour moi en tant qu'éducatrice, parce que je le conseille tous les jours à mes clients, quoi. Bien De sûr. promener leur chien. Mais voilà, c'est pour dire que c'est très 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 important d'adapter les activités qu'on fait, et aussi de pas forcément se culpabiliser soi-même si notre chien n'a pas forcément envie de faire une activité, quoi, ou n'en ressent pas le besoin. Ouais. Typiquement, sur la mastication, peut-être qu'on peut en parler, parce que c'est quand même un peu le sujet à la mode. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sur la mastication, etc. Et c'est génial. Et c'est super cool d'avoir autant de choix dispo, etc. C'est très, très bien. Mais je pense que c'est important de s'arrêter un peu sur le besoin masticatoire du chien, en fait. Est-ce qu'il a autant besoin de mastication que ça ou pas? Alors, je fais de la mauvaise pub à mes partenaires en disant ça, mais non, vraiment, c'est très cool et c'est hyper important. Mais je pense que c'est important aussi de se poser la question, en fait, de quoi notre chien a besoin. Je sais pas si tu veux en parler un peu sur la mastication plus précisément. Si, alors au niveau de la mastication, c'est vrai qu'il y a un éthogramme, donc tous les petits comportements, les petits patrons moteurs dans la mastication qui vont être différents en fonction de chaque chien. Par exemple, je sais que mon chien, il va adorer tout ce qui est le fait de déchiqueter, le fait de mastiquer. Il y en a d'autres qui vont être... je sais que la chienne de ma sœur, qui est une berger croisé labrador, donc elle est beaucoup plus sur le fait de lécher tranquillement, son petit objet d'enrichissement alimentaire. Mais oui, ça va vraiment dépendre en fonction des races, et aussi il y a ce truc là de prendre en compte ce qui est important aussi, qui est vachement pointé par les éducateurs aujourd'hui, ça va être pourquoi à ce moment là aussi le chien a besoin de mastication au niveau émotionnel, quoi. C'est-à-dire quand le chien il est complètement frustré, si on lui met de la mastication sans vraiment comprendre pourquoi on le met, là il va y avoir peut-être un problème, quoi. Parce que du coup, le jour où on enlève la mastication, finalement, on ne travaille pas vraiment sur la cause. Mais moi, j'aime dire que c'est une béquille, un peu quoi. des choses. Ouais. Oui, ça peut masquer. Mais c'est vrai que moi, j'avais une formatrice qui était géniale, qui m'avait dit, ouais, mais en fait, on a... Des fois, nous, on a... Bon, c'est pas forcément un bon exemple, parce que du coup, c'est sur la cigarette. Mais en fait, c'est vraiment ça va être une aide externe qu'on va mettre en place. Ouais, et nous, en fait, c'est quand même assez égoïste de se dire, ouais, mais du coup, on met une béquille, on l'aide, donc ça va pas, parce que du coup, on ne travaille pas vraiment son problème interne. Moi, je pense que si c'est mis en place dans un protocole aussi comportemental, où vraiment on va travailler sur la cause, on va identifier l'émotion et le besoin vraiment du chien, génétiquement, individuellement, en fonction du contexte. Pourquoi il fait ça, quelle fonction que ça a, enfin voilà, on va faire tout le topo, mais je pense qu'il n'y a pas forcément de mal à ça, en fait. Parce que du coup, on va aider le chien. Et nous, on s'aide quand même beaucoup avec des aides extérieures, quoi. Donc bon, bien sûr, la cigarette, c'est un truc, il ne faut pas fumer. Mais, mais je sais pas, ça peut être, on a envie, je sais pas, émotionnellement d'un peu penser à autre chose, on va se mettre devant un film, on va sortir, il y aura aussi le besoin social qui est très important, qui est aussi un enrichissement pour le chien, hein. L'enrichissement social, on en parle assez peu, mais c'est très important, autant avec les humains qu'avec les autres congénères, quoi. Mais ouais, du coup, pour moi, je pense que ça peut être une béquille si elle est bien mise en place. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte plein de choses. Donc le quotidien du chien, ça va être par exemple, moi en général, ce que je pose comme question aux clients, ça va être comment il fonctionne dans son quotidien avec le chien, quelles sont déjà les activités mises en place. Mais ça peut être même sur une semaine, quoi. Parce que souvent on se dit oui, je sais pas, des fois j'ai des clients qui me disent oui, mais du coup... Là, aujourd'hui, je les promenais que 10 minutes. Bon, ok, mais sur la semaine, tu promènes combien de fois par jour? Moi, j'aime bien faire sur la semaine en termes de calcul. Ouais, et donc, trouver l'équilibre. Oui, c'est ça. Tout est une question d'équilibre, quoi, je pense. Et donc, voilà, ça peut être donc le besoin de mastication, mais ça peut être plein de choses, quoi. Le but, c'est vraiment de s'adapter au chien. Et moi, j'aime beaucoup, par exemple, quand je fais mes bilans, de mettre en fait en place ce protocole et de après voir ce qui se passe au niveau comportemental. Est-ce qu'il y a toujours cette problématique? Et en fait, les 3/4 du temps, elle y est plus, quoi. Donc c'est quand même... Bon, bien sûr, on fait aussi une analyse du comportement, mais bon, il y a quand même pas mal de bien. Du coup, j'allais te lancer sur cette question-là, mais juste avant ça, t'as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure de l'aspect surstimulation. Et je pense qu'effectivement, souvent,
Je pense qu'il y a deux extrêmes. Il y a les chiens qui s'ennuient énormément toute la journée. Et il y a les chiens qui font énormément de choses et qui ne dorment pas assez. Oui, il y en a beaucoup. Souvent, moi, je sais que je suis arrivée à cette conclusion-là avec Charlie il y a quelques mois. En fait, je me suis rendu compte qu'il était fatigué et qu'il avait besoin en fait de se reposer et de faire peut-être des plus petites balades et d'être plus en intérieur et plus de se poser et d'avoir moins accès au jardin en illimité, parce que le jardin, ça reste une stimulation et un enrichissement, même si ça remplace pas une balade, on est bien d'accord. Il se passe quand même des choses dans un jardin. Et typiquement, une fois que j'ai compris ça et que j'ai un petit peu mieux dosé son équilibre sur sa journée, j'ai eu un chien carrément plus détendu et plus posé et un peu plus en capacité de réfléchir. Et je trouve que ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on rétropédale, ou en tout cas on a un peu perdu le sens aussi en voulant ajouter plein d'activités qui me paraissaient important d'aborder là. Oui, c'est vrai que à l'époque, on était beaucoup sur le chien il reste dans le jardin, il fait rien, donc il s'ennuie, donc souvent les chiens de campagne, tout ça. Après, on est arrivé sur le modèle d'activité, mettre beaucoup d'enrichissement, d'activité du chien, il faut surtout pas qu'il s'ennuie et tout. Et c'est vrai que maintenant, on est un peu dans ce truc-là où en fait le chien, c'est vrai que moi, quand je vais chez les propriétaires, ou même quand je vois sur mon groupe d'enrichissement, je suis parfois, c'est-à-dire que même parfois moi je ne mets pas ça en place avec mon chien, quoi. C'est-à-dire que des fois il y a vraiment des gens qui se mettent à fond, mais c'est génial, hein, mais qui adorent leur chien et qui vraiment passent leur journée à faire de l'enrichissement alimentaire, à varier, à mettre des activités en place, à faire plein d'activités avec leurs chiens différentes. Et je pense que c'est hyper important de doser, et surtout moi, personnellement, quand j'ai des chiots par exemple en face de moi pour des consultations avec mes clients, la première chose que je demande, c'est est-ce qu'il arrive à se poser sans aide, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un bon retour au calme déjà. Quelque part, c'est un peu un enrichissement, parce que on va quand même faire en sorte que le chien, au niveau interne, il y ait du calme en fait qui arrive, mais c'est aussi l'environnement qui peut aider à ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment on va aider le chien pour qu'il se pose au niveau interne, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment primordial, quoi. C'est vraiment primordial avant de mettre des activités en place. Donc bien sûr, il y a certains, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a certains chiens qui ont un très haut niveau d'énergie et qui vont peut-être pas réussir à se poser si on va pas les aider, si on va pas mettre des béquilles, ou si au niveau interne, ils vont pas avoir leurs besoins de combler, quoi. C'est souvent le cas, des chiens très très excités et tout. Mais il y a aussi des chiens qui vont être trop stimulés, trop sollicités, un peu comme les enfants. Et donc, qui vont devenir un peu hyperactifs. Oui, c'est ça, qui vont à l'inverse, ça va être vraiment un cercle vicieux, parce qu'eux aussi, ils n'ont pas assez de sommeil. Exactement comme les enfants, quoi. Ouais. Si le sommeil n'est pas adapté, il n'y a rien qui marche, en fait. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important à mettre en place et à comprendre, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que l'enrichissement, il peut être hyper important, hyper intéressant. Par exemple, la chienne de ma grand-mère qui est très très léthargique, qui était comme ça, qui était limite un peu dépressive. En fait, on s'est rendu, elle a clairement pas assez de promenade au quotidien, clairement pas assez stimulée. Et en fait, j'ai mis juste en place de l'enrichissement alimentaire. Et franchement, du jour au lendemain, c'est un chien différent, quoi. Parce que du coup, y a tout ce qui est les hormones du bonheur, la dopamine, ça sécrète aussi de la sérotonine. Et du coup, le chien, il peut être transformé avec de l'enrichissement, quoi. Et à l'inverse, on peut aussi se servir de l'enrichissement pour calmer le chien. Parce que moi, par exemple, quand je vois que mon chien il est un peu tendu, après c'est pas un chien qui fait 3 heures de promenade par jour, donc des fois il n'y a pas forcément besoin de pause, quoi. Mais quand je le vois quand même un peu tendu, un peu nerveux, je vais lui faire par exemple de la recherche au flair. Mais franchement, avant et après, ça n'a rien à voir, quoi. Donc au niveau comportemental, c'est super intéressant, puis à tout âge, quoi. Ça peut être des chiens qui ont des problèmes de santé, où là il va falloir forcément adapter l'enrichissement, mais des chiens qui vont être au niveau des neurones, même c'est ce que Joël de Haas il pointait beaucoup ça, c'est les chiens par exemple qui sont vraiment qui vieillissent, quoi, et donc ils ont de moins en moins de neurones. L'enrichissement va faire en sorte de renforcer les connexions en fait neuronales. D'entretenir. Et donc ça pour moi c'est genre primordial, quoi. Ouais, il y a tellement de bienfaits. ouais, non, c'est cool. Mais c'est pour ça que c'est important aussi d'adapter, quoi. Forcément, la chaîne de ma grand-mère, qui a zéro activité, l'enrichissement alimentaire, bien sûr, c'est quelque chose qui va être super, super intéressant pour elle. Par contre, comme ça, c'est une chaîne
là mais je pense qu'il y en a beaucoup des chiens un peu comme ça, qui n'ont pas forcément eu d'activité mentale avec avec de l'alimentaire. Ou alors, je sais pas, le fait juste d'avoir un con, quoi, à lécher ou quoi. Elle a jamais eu ça. Bah, le jour où je lui ai donné, elle a explosé. Hein. Ouais. Elle était complètement frustrée. Donc, en fait, je me suis dit, ok, alors, au début, je me suis dit peut-être que c'est pas ça dont elle a besoin. Mais en fait, non, on va reprendre par étapes. Ouais, c'est ça, de prendre le niveau 1, un truc basique, quoi, simple. C'est ça. C'est vraiment, d'abord, il y a un tapis de léchage, enfin, pas du tout congelé. Vas-y, la nourriture, t'inquiète pas, même pas étalée sur le tapis, quoi. Et puis après, petit à petit, on va commencer à congeler, elle va commencer à prendre du plaisir là-dedans. Après, au niveau de la recherche au flair, c'est pareil, je vais d'abord utiliser, par exemple, des croquettes plutôt que du jambon. Trop cool, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'on cerne bien à quel point c'est important pour tous les chiens, en fait, je pense, que ça demande de l'adaptation, mais qu'on voit que ça peut avoir de l'intérêt vraiment à tous les niveaux. Et tu l'as cité un petit peu sur les problématiques comportementales aussi. Forcément, à partir du moment où on arrive à augmenter un peu le bien-être du chien, on peut avoir carrément des améliorations sur tout un tas de choses. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Si ça te convient, on va passer à la conclusion de cet épisode. Et je te pose la fameuse question signature. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ? Juste, j'ai envie de dire que clairement, si je n'avais pas eu mon chien, je pense que je ferais pas ce travail aujourd'hui, quoi. Donc, c'est le cliché de l'éducateur. Mais pourtant, voilà, c'est pas un chien qui est très sportif. Mais il y a une sorte de lien qui est indescriptible, quoi. Qui est indescriptible. Et ça m'a aussi apporté, parce que je l'ai quand même eu assez jeune, donc ça m'a apporté aussi dans ma vingtaine, ouais, j'ai 40 ans, beaucoup de responsabilités aussi. Et clairement, c'était avec mon copain, c'est notre premier bébé, quoi. Donc, et puis un gros soutien émotionnel, une présence. Clairement, voilà, Homer, il me colle tout le temps, quoi. Donc, si je regarde derrière et qu'il n'est pas là, c'est que c'est pas normal. Donc ouais, c'est une boule d'affection, qui est indescriptible, quoi. Trop cool. Très bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Au niveau de l'enrichissement, il y a un livre qui est intéressant, si les gens sont intéressés pour lire parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup de livres sur l'enrichissement, quoi. Donc c'est important de partager ça. Donc le titre, c'est Canine Enrichment for the Real World Workbook. Ellie Bender et Emily Strong. Ça peut être intéressant pour les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin et de voir ce que c'est vraiment que l'enrichissement, quoi. Et donc moi, j'ai fait une formation en ligne, quoi, sur l'enrichissement, franchement, qui est super intéressante et que je conseille, qui est en anglais par contre. Et donc c'est via l'organisme Dog Gnostic. Okay. Et donc le nom de la formation, globalement, c'est technicien en enrichissement. Et après, pour aller un peu là, que je vais former des auxiliaires vétérinaires, j'ai découvert un podcast. Donc le nom du podcast, c'est Veto Micro. Donc vet avec un apostrophe O micro. Et c'est produit par Themavet, qui est un média social. Donc il y a beaucoup d'articles sur le site et il y a le podcast. Et donc c'est par deux assistantes vétérinaires, Sophie Wilford et Marine Slove. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on parle pas beaucoup du monde vétérinaire, ou du moins de comment le métier est vécu, des parcours des vétérinaires et des auxiliaires vétérinaires qui peuvent être aussi des éducateurs d'ailleurs. Et voilà, donc je voulais partager ça parce que c'est super enrichissant. Yes, trop cool. Trop bien, et merci beaucoup. À qui est-ce que tu passerais le micro pour un prochain épisode ? Alors, j'ai choisi, j'ai passé le micro, Florence, donc en fait qui est une collègue à moi que j'ai rencontrée au centre du bien-être animal et qui fait en fait beaucoup de road trip avec sa chienne, qui est une berger blanc suisse et qui est très très sensible, sa chienne. Donc du coup, voilà, elle fait beaucoup de road trip dans une voiture un peu lambda utilitaire, et souvent elle part avec des inconnus ou seule. Et elle raconte beaucoup dans ses stories, par exemple, tout ce qui va être comment elle va adapter le voyage selon la sensibilité de sa chienne. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant parce que souvent on part avec des chiens qui sont hyper à l'aise. On voit souvent les chiens hyper à l'aise et très adaptables. Donc voilà.
Et aussi, peut-être qu'elle pourra aussi te parler de... Parce qu'elle fait... En fait, elle est éducatrice, mais elle fait beaucoup de balades collectives. Okay. Donc, par exemple, de son approche du collectif, de son approche du métier d'éducateur, qui est complètement différente du mien, je pense, au niveau de nos journées type, on n'est pas sur la même chose. Voilà, donc je trouvais ça intéressant, la gestion de groupe, tout ça. Trop cool, trop bien. Trop chouette, merci. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs, du coup, qui souhaitent suivre ton travail, te découvrir, peut-être découvrir aussi le groupe Facebook, dont on n'a pas beaucoup parlé, du coup. Oui, alors il faut savoir que sur mon groupe Facebook, je vais mettre beaucoup aussi en ligne de webinaires sur l'enrichissement. Donc, si les gens ont envie un peu de se former là-dessus, même si c'est plutôt destiné aux particuliers, mais franchement, les professionnels peuvent aussi aller voir ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels aussi sur mon groupe. Et donc, le groupe Facebook, c'est l'enrichissement de la vie du chien de compagnie, qui a plus de 30 000 personnes, donc en général, on le trouve quand même facilement. Et sinon, il y a mon site internet, mon entreprise, donc c'est Le Chien en Confiance. Donc lechienenconfiance.fr, et ma page Instagram aussi, où je partage beaucoup de stories avec Omer. Ouais. Donc Le Chien en Confiance, pareil, avec des tirets du 8 là, entre chaque nom. Trop bien, trop cool. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Non, je te remercie de m'avoir invitée. Ah. Merci à toi. Ça fait longtemps que je fais ton podcast. Ah, trop cool. Merci beaucoup à toi. En tout cas, Claire, c'était super intéressant. Je pense qu'on pourrait parler encore plein de ce sujet, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être autour d'un live ou un truc comme ça. Ça peut s'organiser. Pourquoi en tout pas, cas. Oui. si ça te dit. Donc chouette. Merci beaucoup pour cet épisode et cette discussion. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Claire et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @lechienenconfiance avec des underscores à chaque mot et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!